Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, ce matin, le ministre des Affaires étrangères et son homologue de l'administration du territoire ont fait le point sur le niveau d'évolution de la transition en Guinée, une grande causerie à laquelle les partenaires au développement ont pris part. Et puis, réduction des évacuations sanitaires des Guinéens. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, initie la construction des hôpitaux régionaux à Kindia. Les travaux viennent d'être lancés par le chef de gouvernement. Enfin, les membres de l'orchestre Galaxy, Kamayan Soufa, se recueillent pour rendre un vivant hommage à leurs amis qui ne sont plus de ce monde. Une page glorieuse de 50 ans d'histoire musicale écrite par des artistes à la fleur de l'âge, passionnés par le succès du Bembia. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, une délégation de la Fédération internationale des droits de l'homme est en séjour de travail à Conakry. La délégation a été reçue par le garde des Sceaux, Alphonse Charles Wright, a apporté des précisions aux différentes questions liées aux droits humains en Guinée. Thierno Younoussaba. La Fédération internationale des droits de l'homme est à Conakry. La délégation conduite par le représentant de l'institution auprès de l'Union africaine est reçue par le garde des Sceaux. Objectif, s'enquérir de l'évolution du procès du 28 septembre, lancé il y a 8 mois, et faire un plaidoyer en faveur des droits et libertés. Ici, le ministre de la Justice a été réceptif à toutes les sollicitations de la mission. La défense des droits de l'homme, c'est être dans le champ protestataire. C'est être dans le magistère moral. Donc nous recevons des dénonciations. Il y a telle réunion qui est interdite, il y a telle manifestation qui est interdite, il y a telle manifestation où on dénombre des pertes en vie humaine, etc. Et la mission, donc cette mission, elle vient aussi auprès des autorités de la République de Guinée. Pour dire, monsieur le ministre, garde des Sceaux, ministre des droits de l'homme, nous avons eu vent de tel et tel fait, de telle et telle dénonciation. Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, le principe de la justice, c'est le contradictoire, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait donc, c'est cette démarche qui est la nôtre à la FIDH. Nous avons été reçus très longuement par monsieur le garde des Sceaux, et monsieur le ministre est là, il a répondu à toutes nos questions. Cette mission de la Fédération internationale des droits de l'homme intervient alors que les forces vives reprennent les manifestations de rue. Toutefois, la Fédération internationale des droits de l'homme encourage le dialogue ambitionné par le gouvernement pour une transition réussie en Guinée. Comme annoncé dans les titres ce mardi, le ministre des Affaires étrangères et son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation ont fait le point sur le niveau d'évolution de la transition en cours en Guinée, une grande causerie à laquelle les partenaires au développement ont pris part. Toutes les questions liées au chronogramme de la transition et à l'offensive diplomatique ont été évoquées. Makeme Donzo. 2 heures d'échange pour passer en revue les grandes lignes de la transition en cours en Guinée. Tous les sujets sont abordés, depuis le dialogue inclusif engagé par le CNRD jusqu'aux manifestations de rue, en passant par les concertations entre les religieux et les forces vives. Toutes les questions sont passées au crible. Sur l'avancement des étapes du chronogramme électoral, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation se veut rassurant et exhaustif. Et depuis le mois de janvier 2023, le gouvernement a déjà commencé la mise en œuvre de cet agenda de la transition. Il y a quelques semaines, nous avons présenté le budget pour l'accompagnement de cet agenda. Et depuis la présentation de ce budget jusqu'à date, vous avez des partenaires des pays amis, des institutions internationales qui ont déjà commencé à se manifester pour accompagner de façon financière la mise en œuvre de ce chronogramme. Et à côté, vous avez un certain nombre d'acteurs sociopolitiques qui appellent à des manifestations qui ressemblent à une sorte de guérilla. Donc pour nous, c'était opportun d'informer ces ambassadeurs, de discuter avec eux pour établir clairement les responsabilités de ces acteurs politiques qui restent à l'étranger et qui appellent à des violences dans le pays, d'où leurs responsabilités vont être engagées et la justice fera son travail dans ce sens. Personne ne sera laissé pour compte. Un exercice d'échange dont se réjouit le corps diplomatique. Les ambassadeurs accrédités auprès du gouvernement guinéen ont pu mettre à jour leur base de données en termes d'information sur le processus de transition en cours.
Mais cet enseignement, c'est que nous avons apprécié d'abord l'échange, comme j'ai dit, que nous avons eu tout à l'heure. Et c'est un échange qui nous a permis de maîtriser davantage l'état d'exécution du chronogramme de transition. Cela est extrêmement important. Ça nous permet à nous aussi, qui sommes des partenaires, qui sommes des pays amis et frères de la Guinée, de continuer à accompagner ce pays qui est un pays frère, qui a besoin de nous, comme nous aussi, nous avons besoin de la Guinée. Donc la rencontre était doublement importante, avoir des informations et nous permettre de nous rapprocher davantage des représentants, n'est-ce pas, du gouvernement que sont les ministres des Affaires étrangères, le ministre de l'administration du territoire, savoir ce qui se fait, où est-ce qu'on en est exactement et pouvoir nous aussi mieux comprendre et mieux accompagner la Guinée. En recevant le corps diplomatique et son collègue de l'administration du territoire, le chef de la diplomatie guinéenne veut instaurer un principe de transparence totale sur la conduite de la transition, comme le recommande le chef de l'État. L'exercice est une grande première. Il permet de dire où en est le gouvernement sur la mise en route du chronogramme électoral. Ce sont des partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent la Guinée, qui soutiennent la transition guinéenne. Il est donc normal qu'ils soient informés de l'évolution de la transition. Donc c'était ça le but. Et vous avez vu, le ministre de l'administration du territoire a donné des informations sur l'évolution technique et sur le cadre du dialogue, etc. Moi-même, j'en ai donné un peu. Et puis aussi, moi, j'ai parlé de nos relations avec la CEDEAO, cette initiative. Et c'est ça, nous allons la multiplier. Nous allons faire ça plusieurs fois pour qu'on soit au même niveau d'information. Les représentations de tous les pays et des institutions en Guinée étaient conviées à ce rendez-vous. Pour la prochaine rencontre, un autre format d'échange est prévu. Un contact direct avec les différents interlocuteurs. Et puis le président du Conseil national de la transition porte à la connaissance de l'ensemble des honorables conseillers que les sessions plénières consacrées au passage des coalitions, des partis politiques, des organisations de la société civile et socio-professionnelle au débat d'orientation constitutionnelle initialement prévu les mercredis 17 et jeudi 18 mai 2023 sont suspendus pour 48 heures. Le président du Conseil national de la transition s'est compté sur la compréhension et la disponibilité de l'ensemble des parties prenantes. Conakry le 16 mai 2023 pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Dans l'actualité également, réduction des évacuations sanitaires des Guinéens, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, initie la construction des hôpitaux régionaux à Kindia. Les travaux viennent d'être lancés par le chef de gouvernement. Plus de 200 millions d'euros seront investis dans la réalisation des 4 hôpitaux régionaux. Ousmane Bangoura. Nous voici à Kania, la ville de Manga-Kindi, la capitale régionale de la Basse-Guinée. Bientôt, cette cité des agrumes va abriter son premier centre hospitalo-universitaire. Ce projet d'envergure touche 4 régions, à savoir Kindia, Labé, Kankan et Zérekouré. Ici, le Premier ministre, chef du gouvernement, lance officiellement les travaux de construction du centre hospitalier de Kindia, dans la localité de Sabouya. Avec le lancement des travaux de ce qui sera demain l'un des plus grands hôpitaux de la Guinée, nous restons et resterons éternellement reconnaissants au CNRD et à votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, car ce geste posé est celui de satisfaire un droit humain fondamental de vivre pour les Guinéens en bonne santé, avec dignité et sérénité. Ce centre sera bâti sur une superficie de 12 100 mètres carrés. Délai d'exécution des travaux est de 20 mois. Le gouvernement de la transition est à l'initiative de ce projet à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le coût total est de 200 millions d'euros pour l'ensemble des hôpitaux régionaux. Le projet porte d'abord sur la réalisation de centres hospitaliers régionaux de capacité de 200 lits, orientés médecine, chirurgie, obstétrique, dont les axes principaux de la conception sont orientés autour de 4 thèmes directeurs: évolutivité, modularité, industrialisation
et durabilité. Mon ministère a déjà initié la construction de 8 centres d'hémodialyse dans les 8 capitales de nos régions qui permettront à nos compatriotes qui souffrent d'insuffisance rénale de ne plus se déplacer à Conakry ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Mali, mais de se faire soigner à Kindia, à Zérékoré, à Boké, à Labé, à Kankan, à Farana. Nous avons déjà lancé la construction de 15 centres de santé dans toute la Guinée. Nous allons lancer dans les prochains jours 18 nouvelles infrastructures de santé, toujours dans tout le pays. Et au début de l'année 2024, nous allons construire aussi 20 centres de santé. Au total, entre ici et la fin 2024, votre gouvernement va construire près de 65 à 70 nouveaux centres de santé et 4 hôpitaux régionaux. La construction de ces centres hospitaliers à travers le pays vise à réduire considérablement les évacuations sanitaires vers les autres pays. Occasion pour Dr Bernard Goumou d'exprimer la volonté du CNRD de doter la Guinée d'infrastructures modernes. Nous sommes tous témoins des défis auxquels notre système de santé est confronté ces dernières années. Nous connaissons les difficultés liées au transfert de malades vers la capitale. Il nous faut faire évoluer nos infrastructures sanitaires et les adapter aux préoccupations actuelles de nos populations. C'est à ce défi auquel le colonel Mamadi Doumbouya veut répondre. Depuis le 5 septembre 2021, le président de la transition a fait de l'amélioration des conditions de vie de nos populations son cheval de bataille. La santé de nos concitoyens est au cœur de ses priorités. C'est pourquoi il a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre afin d'améliorer les infrastructures, de renforcer les capacités de notre personnel de santé et d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous. EFAS Génie Civil, ESIS et VAMED sont les concepteurs de ces établissements hospitaliers qui ont pour durée de 20 mois chacun. La communication, médias et la prise de parole en public, c'est le thème d'un atelier de formation initié par l'Association guinéenne de lutte contre l'hémophilie et autres maladies hémorragiques. Il s'agit de former des médecins et des personnes porteuses de la pathologie en communication publique afin de mieux informer la population. Hadia Toubari. L'hémophilie est l'une des maladies héréditaires encore peu connues par de nombreux citoyens. Cette méconnaissance est due à une absence de communication efficace autour de la maladie. Dans cette salle, patients et professionnels de santé se mettent à l'école de la communication publique pour apprendre de nouvelles techniques de prise de parole en public. Ces maladies et leurs facteurs de risque ont besoin d'être connus par la population, donc c'est important pour nous de suivre ces formations, non seulement pour communiquer avec les médias, mais aussi avec nos patients. Les médecins, ils sont là pour nous aider bien sûr, mais ne peuvent pas relater les douleurs que nous-mêmes nous subissons. Donc les patients sont mieux placés aussi pour communiquer réellement sur les maladies au niveau de la population. Donc il faut outiller tous les patients, même les médecins, en but de communiquer, pour pérenniser ça. Cette formation en communication média et prise de parole en public en faveur des hémophiles et personnels de santé est une nouvelle approche en expérimentation. 2 modules vont être développés au cours de la formation. Chacun va aborder les aptitudes communicationnelles à avoir pour mieux véhiculer les messages concernant la pathologie à la fois chronique et héréditaire. En tant que formateur, nous essayons de les outiller, de leur donner en fait des clés pour leur permettant de pouvoir transmettre leur message. Donc le premier module, ça sera oser prendre la parole en public et puis exprimez-vous et transmettez vos messages. Alors le deuxième, ça va être la communication média et surtout, fondamentalement, de les préparer à mieux passer leur message auprès de la population en ce qui concerne cette maladie qui est vraiment une maladie chronique et qui interpelle tout le monde. La vingtaine de participants à cette session de formation va désormais constituer la première cohorte de communicants et sensibilisateurs sur l'hémophilie. À travers eux, l'Association guinéenne de lutte contre l'hémophilie et autres maladies hémorragiques entend freiner l'évolution de la maladie en Guinée par le biais de la communication.
Direction Djeddah où s'est tenue récemment les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement. La moisson a été bonne pour la Guinée. En témoigne la signature d'importants accords de financement en faveur des projets avec à la clé 90 millions de dollars américains. Mamadi Gassama, de retour de Djeddah. C'est l'une des retombées des assemblées annuelles de la BID à Djeddah. Ces différentes signatures d'accords de financement avec le président de la Banque islamique de développement matérialisent l'engagement de cette institution financière à accompagner la Guinée dans son élan de développement. Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture sont les principaux bénéficiaires de cet appui. Nous notons une satisfaction globale de la participation de la délégation guinéenne avec la signature d'un accord de financement avec le président du groupe La Banque islamique de développement d'un montant de 90 millions de dollars. Il s'agit du projet d'accès à l'électricité en République de Guinée et qui concernera 40 localités en Haute-Guinée, à Sigiri notamment, une quarantaine de localités à Kankan et une quinzaine de localités à Télémélé. Mais il s'agira aussi de fournir des postes de transformateurs dans la commune de Ratoma et des compteurs après paiement dans le cadre de ce financement de 90 millions de dollars. À côté de ce financement, nous avons aussi procédé à la signature de 2 accords de dons de fertilisation de sol pour 2 millions de dollars pour le compte du ministère de l'Agriculture et 2,7 millions pour le compte de l'autonomisation des femmes en République de Guinée. Bien avant, la délégation guinéenne a eu des échanges fructueux avec d'autres partenaires au développement. Nous avons rencontré aussi le Fonds saoudien de développement, ce fonds saoudien qui accompagne la République de Guinée dans le cadre de la construction d'un hôpital de référence mère et enfant à Koya pour un montant de 75 millions de dollars. Les termes de la convention de financement ont été stabilisés et nous procéderons à la signature à Conakry le mois prochain. Mais aussi, nous avons rencontré le Fonds Koétien et il faut noter que c'est le Fonds Koétien qui finance l'échangeur de Bambeto et nous avons exhorté ce fonds à accélérer le décaissement en faveur de ce projet important de la République de Guinée et leur présenter les compliments du président de la République, du premier ministre chef du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée. En plus de ces rencontres avec ces institutions, nous avons aussi procédé à d'autres rencontres, notamment avec la BADEA pour le décaissement rapide du financement relatif à la fourniture d'engrais à la République de Guinée. Avec la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, les discussions ont porté sur les éventuelles opportunités d'investissement dans le secteur des télécoms et celles liées au projet Simandou. Le DG de cette entreprise a également manifesté son intérêt pour le service bancaire et son souhait de collaborer avec la BCRG pour soutenir les crédits à l'économie. L'autre rencontre, c'est avec le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite. Ici également, Moussa Sissé a mis l'occasion à profit pour vendre la destination Guinée à travers ses immenses ressources minières. Il a aussi exprimé le souhait pour l'obtention d'un appui budgétaire et une expertise saoudienne dans la gestion de l'eau. Notre nouveau ladji Mamadi Gassama signe ainsi son retour. Réparation d'un transformateur au poste électrique de Matoto d'une puissance de 110 MW. Ce poste électrique alimente plusieurs quartiers de la haute banlieue de Conakry. Le directeur général de EDG était sur le site pour encourager les techniciens d'aller plus vite en vue de mettre fin aux désagréments causés dans les foyers. Nabi Kamara. Le poste électrique 110 kV de Matoto est un poste d'interconnexion et de dispatching. Il dispose de 3 transformateurs de 63 MVA chacun, assurant la distribution de l'énergie électrique pour les quartiers des communes de Matoto et Ratoma. Les techniciens de la Société de gestion et d'exploitation de Kalita, Socheka, viennent d'entreprendre des travaux d'entretien de l'un de ces transformateurs, réduisant du coup la capacité de ce plus grand poste électrique de la capitale. C'est un transfo qui avait des problèmes qu'on devrait corriger depuis le mois de Ramadan. Et compte tenu de l'impact que cela allait avoir sur la desserte, on a préféré attendre la fin du Ramadan pour pouvoir corriger ces défauts. Ils nous ont soumis un planning qui va prendre 10 jours de travaux et par ricochet, ça va impacter la desserte au niveau de la population. Mais que cela ne tienne. EDG s'attelle actuellement à transférer une partie de cette charge non alimentée sur ce poste de Sonfoniacas pendant les 10 jours qui serviront à la maintenance du transfert de puissance de Matoto. Ce travail ne concerne que la zone de Matoto.
Ici à Matoto, on a au moins 16 quartiers qui sont alimentés à partir de Matoto. Mais ça ne concerne pas Kipé, ça ne concerne pas Amdallah, ça ne concerne pas aussi Kaloum. Donc ça ne concerne que la haute banlieue Matoto, le centre de Matoto et Anta. Ce que je demande à la population, c'est un travail qui va nous prendre 8 jours, mais à partir de là, nous continuons à faire des efforts pour diminuer son impact sur l'alimentation. Parce qu'un transformateur comme ça, ça prend 12 mois pour fabriquer. Et ensuite, de plus le transport, plus les travaux d'installation, donc ça peut te prendre au moins 18 mois. La sous-station de Symphonia CAS a une capacité de 2 fois 50 MVA. Il alimente 17 départs, soit la presque totalité des quartiers de la haute banlieue. La Guinée célèbre ce 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Depuis 1969, la Fondation de l'Union internationale des télécommunications sensibilise le grand public sur le rôle combien de fois important des télécommunications. Le ministre Ousmane Gawal Diallo est au micro de notre reporter Marwan Kamara. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre pays, la République de Guinée, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mercredi 17 mai 2023 la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette année, l'Union internationale des télécommunications a choisi comme thème « Donner des moyens d'action aux pays les moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication ». À cette occasion, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique salue les efforts consentis ainsi que les actions accomplies par les acteurs nationaux et internationaux évoluant dans le domaine des télécommunications pour la promotion des TIC. Le département que je dirige souligne également la nécessité de vulgariser les TIC en général, tout en mettant l'accent sur le rôle transversal du numérique dans le développement durable des pays en voie de développement, afin de faire face aux défis du moment. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ferme volonté d'œuvrer au rayonnement des domaines des TIC en Guinée, mais aussi et surtout notre engagement à jouer toute notre partition pour l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici à 2030. Chers compatriotes, le gouvernement guinéen, à travers sa politique sectorielle, s'engage à soutenir les initiatives de l'Union internationale des télécommunications aux moyens de contribution, d'innovation, ainsi que le suivi du cadre d'initiative nationale visant à promouvoir l'investissement dans le numérique avec pour but d'accélérer l'autonomisation de notre pays grâce aux technologies de l'information et de la communication. Je ne saurais terminer sans réaffirmer à travers ma personne l'engagement de tous les acteurs de l'écosystème de TIC aux idéaux de refondation prônés depuis le 5 septembre par les autorités de la transition. Vive la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Vive la coopération internationale. Vive la Guinée. Je vous remercie. Toujours dans ce volet nouvelle technologie de l'information et de la communication et dans la mise en œuvre de Mexitech, l'ONG Entreprendre lance une vaste campagne de formation des élèves de la capitale. Il s'agit des modules axés sur le codage numérique. Les établissements Château d'Eau et le collège lycée Donka sont les écoles pilotes de cette opération. Saint-Martin Fancinadouno. Ces élèves, seulement au niveau secondaire, accèdent à l'ordinateur. Un apprentissage axé sur la maîtrise de l'alphabet numérique. Cet outil leur est expliqué pour enrichir leur capacité d'analyse. Une approche de l'ONG Entreprendre Ensemble qui va toucher plus de 2000 jeunes filles, garçons et jeunes dames. L'idée est de favoriser le développement des sciences et des technologies en Guinée. C'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir qu'il y a tellement de jeunes, qu'il y a des tout petits qui n'auront peut-être pas la chance de suivre d'autres cours de programmation, mais qui parviennent à suivre ça avec nous. C'est déjà un exploit que toute l'équipe de l'ONG Entreprendre Ensemble a aujourd'hui.
Et c'est le bon moment pour ces enfants d'apprendre ces programmations parce qu'un jour, ça va les aider. Et non seulement que ça va les aider, et ils seront là, ils ont déjà cette maîtrise de l'alphabet numérique et le futur ne sera pas trop difficile pour eux. Ils n'auront pas assez de problèmes à s'adapter à la programmation et tout ce qui va suivre dans leur cursus après à l'université et peut-être dans leur carrière future et tout. À Conakry, les élèves des établissements scolaires publics comme le château d'eau de Kaloum et le lycée-collège Donka bénéficient de ce programme. J'ai appris comment faire bouger les onglets et comment tracer des lignes et comment faire bouger un dessin animé, comment faire jouer un dessin animé. Je pense que ça va beaucoup nous servir à l'avenir et ça va beaucoup m'aider, surtout moi, parce que moi j'aime vraiment ce projet. Au cours de la formation, j'ai appris le scratch et le tape-touche. On nous a montré comment faire le carré, le cercle, tout. Et le tape-touche, on nous a montré comment regarder l'écran sans faire regarder le clavier. On nous a tout montré. Pendant plusieurs mois, ils ont été initiés aux techniques de codage informatique. Dans les 2 écoles pilotes de Conakry, les spécialistes, cooptés par la fondatrice de l'ONG Entreprendre Ensemble, Maïmouna Djagabi, ont permis aux bénéficiaires de mesurer la portée des sciences techniques et des mathématiques dans leur formation. On a utilisé un logiciel qu'on appelle Scratch, qui est un apprentissage qui permet aux élèves et aux apprenants d'apprendre les fondements de la technologie, à savoir le codage, c'est-à-dire que le langage de l'informatique. Si l'élève a ses bases scientifiques, ça lui permet non seulement de booster et d'avancer plus rapidement. Et surtout, c'est très important parce que ça développe l'intelligence et la capacité de réflexion de l'élève. Une innovation technologique du projet Mixitech en collaboration avec la Fondation Orange pour promouvoir, qualifier, fidéliser et reconvertir ses élèves aux métiers technologiques et scientifiques, notamment dans les STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia procède à la sortie de la sortie officielle de ses étudiants. Il s'agit de la 13e promotion du campus qui bénéficie de cet honneur. Ceci marque la fin du premier cycle du système LMD pour les récipiendaires qui vont désormais affronter les réalités du marché de l'emploi. Bakari Bamba Kondé. Il y a 3 ans, ils faisaient leur entrée ici à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Aujourd'hui, ils reçoivent leur diplôme de fin d'études supérieures. Il s'agit de la 13e promotion du système LMD qui désormais découvre une nouvelle vie, celle du marché de l'emploi. On compte, n'est-ce pas, mettre en pratique les connaissances théoriques que nous avons eu à avoir dans nos années d'apprentissage sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il faut plébisciter l'entrepreneuriat. Il faut former des étudiants indépendants qui, après leur cursus universitaire, n'est-ce pas, qu'ils puissent être autonomes et travailler afin de bâtir la nation. La vie est un perpétuel changement et c'est à nous les humains de nous adapter à ce changement-là. Et on peut faire cela qu'en apprenant continuellement. Cette 13e promotion de l'Université de Sonfonia est sans éponyme. Ainsi, les nouveaux diplômés comptent s'engager dans l'entrepreneuriat. Nous avons un acte qui nous dit que les promotions qui sortent la même année reçoivent leur diplôme le même jour. Et si éventuellement il y a un nom à donner, le nom sera unique pour tous les étudiants sortis la même promotion. Ce sont 3327 étudiants, dont 1287 filles, qui ont validé les 180 crédits des 4 facultés du campus. Assemblée générale des travailleurs de la radio-télévision guinéenne, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, le retrait de la suspension des 2 responsables et l'ouverture d'un couloir de dialogue entre syndicalistes et le cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Mounir Bari. Ils étaient là, les travailleurs de la RTG 1 et 2, pour discuter avec leurs syndicats de la crise née de la suspension du directeur général de la maison mère et du rédacteur en chef du journal télévisé. Ces travailleurs qui assurent juste le service minimum depuis 2 jours exigent de leur département la levée de la suspension de leur directeur général et du rédacteur en chef du journal télévisé de la RTG 1.
Nous avons eu 2 points de revendication. 1, le retrait de la suspension des camarades de Fana Souma et Adama Mohamed Keita. 2, l'ouverture d'un cadre de dialogue qui va nous permettre de se retrouver avec le gouvernement afin de discuter sur les problèmes de la RTG parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, les reporters se déplacent avec taxi. Parfois, c'est-à-dire qu'on est esclave. La RTG demeure et reste une grande famille. Ici, c'est la famille RTG. Certains médias m'ont appelé pour m'envoyer sur ces terrains. C'est entre les Soussous et les Malinqués. Est-ce que moi je le suis? Est-ce que Daouda l'est? Est-ce que le frère Boubacar Ba l'est? Est-ce que Koundouno l'est? Est-ce que Mbroui? Nous sommes nombreux. Nous allons défendre quelle ethnie ici? Qu'est-ce que nous gagnerons dans ça? Nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes pas à cette étape. Nous sommes à une étape où il faut défendre l'honneur de la RTG. L'honneur de la RTG est bafouillé. Beaucoup de problèmes ont été posés. Deuxième argument que vous devez avoir, ce n'est pas Fana, ce n'est pas Adama. Il y a eu un cumul de problèmes. Ces cumuls de problèmes étaient en faveur des suspendus. Même si c'est aujourd'hui Makale Souma qu'on suspendait les travailleurs de la RTG allaient sortir. Motivés à l'idée d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de la RTG, les syndicalistes de la maison mère ont écouté les travailleurs pour définir la conduite à tenir dans la suite des négociations engagées avec le Premier ministre. Et le syndicat a obtenu aujourd'hui 2 places au sein du conseil de cabinet du département. Et nous avons dit, il est inadmissible que madame et son cabinet continuent le conseil sans que le syndicat ne soit représenté. Parce que c'est le syndicat qui peut porter la voix des travailleurs que vous êtes. Mais nous sommes tous à la base. On n'est pas représentés au niveau du cabinet. Et grâce à vous, nous avons obtenu cet accord de principe. En ce qui concerne aujourd'hui le deuxième point qu'ils ont voulu avec nous, nous sommes restés campés, nous avons dit non, tant que le premier point n'est pas d'abord réglé, nous n'allons pas parler du deuxième point, qui est le retrait aujourd'hui de la suspension. Le mouvement d'humeur lancé il y a plus d'une semaine va se poursuivre au sein de la RTG 1 et 2. Les pourparlers vont se poursuivre demain à la primature entre le syndicat et le chef du gouvernement. L'issue du conclave sera déterminant pour le dénouement ou la suite de la crise de la radio-diffusion télévision guinéenne. À présent, cette déclaration du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, guinéenne et guinéens, mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup de regrets que le gouvernement a pris la volonté de certains acteurs sociaux et politiques de poursuivre l'expression de leur opinion par les actes de vandalisme sur les paisibles citoyens et leurs biens, à travers des manifestations violentes, et ce en dépit de la main tendue du gouvernement et de l'intervention des sages et leaders religieux. Des constats faits au cours de ces manifestations dites pacifiques y ressortent. Les populations non concernées par ces manifestations se retrouvent empêchées d'exercer leurs droits et de se déplacer librement en toute sécurité sur certains tronçons de la ville de Conakry. Des axes routiers importants de la ville de Conakry sont fermés à la circulation et des biens publics et privés détruits à raison du fait que les manifestants, avec une violence inouïe, y font régner la terreur. Des espaces publics sont mis en feu et des actes de vol avec agression sont perpétrés contre les citoyens non concernés par les manifestations. Les forces de maintien d'ordre sont régulièrement agressées par des manifestants qui recourent à des méthodes extrêmement violentes et en utilisant des moyens létaux, exposant ainsi les agents à des menaces de mort ou de graves blessures, etc. Le gouvernement fait donc observer que les manifestations organisées par ces acteurs sociaux et politiques sont transformées en véritables guérillas urbaines à l'occasion desquelles des infractions graves sont réalisées. Mes chers compatriotes, le gouvernement réitère sa ferme volonté de respecter et faire respecter les obligations de la Guinée au terme du droit international et du droit africain en matière de droits humains. Il rappelle que les actes infractionnels perpétrés à l'occasion de ces manifestations publiques violant gravement le code pénal
guinéen, notamment ses articles 206, 239 et suivants, 373 et suivants, 510 et suivants, 577 et suivants, 621 et suivants. Plus particulièrement, le gouvernement indique qu'à propos de ces actes de guérilla urbaine, l'article 574 du Code pénal dispose que article 574 est coupable d'actes de terrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité quiconque 1. commet tout acte ou menace d'acte, quelle que soit sa motivation politique, religieuse, idéologique, perpétrée en violence des lois pénales, de nature à mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, à l'économie nationale, aux ressources naturelles, à l'environnement et au patrimoine culturel lorsqu'il est commis dans l'intention soit d'intimider, provoquer une situation de terreur, créer un sentiment d'insécurité au sein des populations, forcer, exercer des pressions ou amener l'État, tout organisme, institution, population ou groupe de celle-ci à engager toute initiative ou à d'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes, de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations, y compris le système d'information, de communication, le système financier et les transports, ou de créer une situation de crise au sein des populations, de créer une insurrection générale dans le pays. 2. Se livre à toute promotion, donne un ordre, une aide ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu'elle commette tout acte mentionné au point 1 ci-dessus. 3. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds dans l'intention illégale de les voir utilisés ou en chassant qu'ils seront utilisés ou tout ou partie par une organisation terroriste ou par un individu terroriste. Mes chers compatriotes, le gouvernement souligne qu'il est de son devoir régalien de maintenir l'ordre public et de faire en sorte que les citoyens exerçant leur droit de manifester ne puissent en aucun cas générer un sentiment d'insécurité générale chez les populations non concernées par les manifestations. Au regard des menaces de plus en plus grandissantes mettant en péril l'intégrité physique des citoyens, la préservation des biens, tant publics que privés, nous avons pris la responsabilité légale par réquisition numéro 077 MATD CAB 2023, date du 15 mai 2023, de solliciter le concours des forces armées pour appuyer les forces de police et de la gendarmerie qui étaient en difficulté de maintenir et rétablir l'ordre public, et ce conformément aux dispositions des articles 28, 29 et suivants de la loi N 2015-009 AN en date du 4 juin 2015 relative au maintien de l'ordre public en République de Guinée. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, garant de l'ordre public, mettra tout en œuvre pour assurer la quiétude sociale, la paix et permettre aux citoyens de vaquer librement à leur occupation sans aucun abus et dans les limites prévues par la loi. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation rassure le peuple de Guinée de la détermination du gouvernement à mettre hors d'état de nuire ces individus, à poursuivre les auteurs et les commanditaires de ces violences. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation prend à témoin la communauté nationale et internationale de l'usage des méthodes appelant à la violence et à la déstabilisation du vivre ensemble des Guinéens par certains individus à partir de l'étranger pour tenter véhément de saper l'autorité de l'État et la paix publique avec le concours de certains acteurs publics
de certains acteurs politiques en violation de leurs obligations légales. En tout état de cause, mais les organisateurs de ces manifestations devant leurs responsabilités et portent à la connaissance qu'à la survenance de tout fait infractionnel, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale de son attachement au respect des règles qui gouvernent le maintien de l'ordre public en République de Guinée, tout en invitant les citoyens à vaquer librement à leur activité quotidienne. Vive la République Conakry le 15 mai 2023. Mori Kondé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans l'actualité également, les acteurs du projet de développement de la chaîne de valeur du riz tiennent leur 3e session ordinaire. Cette rencontre qui s'est tenue à Conakry a permis de passer en revue les activités réalisées, identifier les obstacles pour améliorer les rendements pour l'exercice 2023. Younoussa Tawel Kamara. La Guinée possède d'énormes terres cultivables dans presque toutes les régions où les populations tirent le maximum des revenus de l'agriculture. Malgré sa potentialité agricole, le pays continue à importer du riz. Pour inverser la tendance, le projet de développement de la chaîne de valeur du riz est mis en place. Le but est de réduire l'importation de cette denrée de première nécessité. Au cours de cette 3e session du comité de pilotage du projet, les acteurs passent en revue les activités réalisées, mais aussi l'identification des obstacles. Pour cette 3e session du comité de pilotage, l'IGP soumet à votre examen le PTBA qui englobe l'ensemble des composantes du projet et qui se chiffre à 31 milliards 813 millions 502 500 francs guinéens, soit 3 742 765 $ US. La présente session devra donc nous permettre de procéder à une relecture objective, critique, approfondie et concertée. Cet ambitieux projet agricole est financé par le gouvernement guinéen en partenariat avec la BID et la BADEA en vue d'améliorer considérablement le niveau de production du riz en Guinée. Le projet de développement de la chaîne de valeur du riz en Guinée couvre les préfectures de Boké, Bofa, Dubreka, Koya, en Basse-Côte et d'Enguiraï, Kouroussa et Sigiri en Haute-Guinée. La BID, 17 482 143, ce qui représente 62% du coût. La BADEA, 9 millions, 32%. Et le gouvernement guinéen, 1 859 000. L'objectif global du PDCVR est de contribuer à réduire les importations de riz estimées à 300 millions de dollars américains en 2022. J'ai la certitude que le projet continuera de manière efficiente à apporter sa contribution dans la qualification du processus de changement prôné par les autorités de la transition à travers la mise en œuvre effective de la politique du développement agricole. Ce projet de développement de la chaîne de valeur du riz va toucher au total 60 000 ménages dans les 7 préfectures ciblées. En province, à Dandano, sous-préfecture de Kouanka, sur place, vous allez le voir, les populations bénéficient d'un fourrage. C'est un geste de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, une manière pour Tidiane Koïta et son équipe de réduire la corvée des femmes en matière d'eau potable et améliorer la santé des habitants de cette zone aurifère en pleine expansion. Komara Moussa. Eau pour tous, c'est l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies et des priorités du gouvernement guinéen. Ce leitmotiv se concrétise à Dandano à travers ce forage gracieusement offert par l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. L'inauguration de ce forage est la concrétisation d'un engagement, d'une volonté exprimée le 6 février dernier, quand il a décidé, en discussion avec les autorités actuelles, de pouvoir doter les localités qui sont impactées par l'orpaillage artisanal des forages pour leur permettre d'avoir accès à l'eau potable. Dandano
avait déjà 4 forages. Mais à cause de l'explosion démographique que connaît le village, le besoin d'eau potable se posait avec acuité. 13 000 âmes est le nombre d'habitants de ce secteur situé à une vingtaine de kilomètres de la commune rurale de Kouankan. Avec ce point d'eau, la galère de ces femmes en liesse va se réduire et l'eau potable sera à la portée de tous. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui car nous avons reçu un nouveau forage qui vient réduire pour nous la pénibilité de l'eau potable. On avait des forages, mais c'était insuffisant. Nous remercions le donateur. Merci. Dans le village, la gestion de ces bijoux s'organise. Un comité composé d'hommes et de femmes est mis en place. Il aura pour responsabilité de veiller sur son entretien et sa propriété quotidienne. On a placé une commission pour gérer nos forages. Dans ça, on va faire l'entretien. Le disons que merci. Il n'y a pas un mot qu'on peut remplacer merci, mais aujourd'hui, nous sommes contents. Cette assistance sociale témoigne de la volonté et l'engagement de Tidiane Koita à accompagner toutes les politiques publiques du gouvernement. 12 forages sont au total réalisés dans les régions de la Basse-Guinée, Haute-Guinée et Guinée forestière. Enfin, les membres de l'orchestre Galaxy Kamayenne Soufa se recueillent pour rendre hommage à leurs amis qui ne sont plus de ce monde. Une page glorieuse de 50 ans d'histoire musicale écrite par des artistes à la fleur de l'âge, passionnés par le succès du Bembia. C'est aussi le secret d'un demi-siècle de succès. N'est-ce pas, Fodi Camara? L'orchestre du Kamayenne Sofa a contribué à l'ascension artistique de Feu Youssouf Ba, Youyou pour les intimes et Mamadi Kala Kamara, des chanteurs à la voix suave, de grandes voix de la musique guinéenne, entretenus par une vague de jeunes étudiants. L'épopée de cet orchestre populaire a commencé le 11 mai 1973. Il y a de cela 50 ans, jour pour jour. Sofa Kamen est né après un drame. Un drame, c'est-à-dire le décès de Aboubacar Demba Camara. C'est après ça que le doyen Papa Kouyaté a demandé, il a voulu faire rendre un hommage à Demba. Il y a eu cette initiative. Il s'est confié à Justin Mollet Junior qui, par ricochet aussi, avait fait un poème qui devait aussi présenter. C'est comme ça que j'en ai venu et au fait, c'est à partir de là que le Sofa Kamen est né. Fondé par Feu Papa Kouyaté, l'orchestre Galaxy a célébré ses noces d'or le jeudi dernier. Après ce moment festif, les membres du groupe et le fans club, composé de toutes les générations, marquent une pause pour la lecture du Saint-Coran et le recueillement au cimetière de Cameroun pour le repos de l'âme des dévanciers. On a organisé en ce dimanche cette cérémonie de lecture du Coran et le recueillement sur les tombes de nos chers amis qui ont rejoint le royaume du silence. Et nous restons toujours en prière pour eux, comme pour dire qu'en fait, on a travaillé ensemble, on a cheminé ensemble, on a partagé les joies et les peines. Ce n'est pas au moment où ils vont répondre à l'appel de Dieu que nous, les vivants, nous allons les abandonner. Nous sommes venus saluer Papa Kouyaté, saluer les frères Koïvogui, Pierrot et François, Kala et beaucoup d'autres de ceux qui nous ont quittés. Leur redire notre amitié, notre reconnaissance d'humains, de frères, et leur dire que jamais nous n'oublierons le travail qu'ensemble nous avions accompli et que nous sommes convaincus qu'ils ont leur part de bonheur, de paradis au ciel auprès de sa toute-puissance, notre Seigneur. Mai 1973, mai 2023, 50 ans de combat pour la musique guinéenne, mais aussi 50 ans de constance et de résilience. Le programme du cinquantenaire de l'Orchestre Galaxy va se poursuivre le mardi 30 mai prochain par un symposium mémoriel. Un symposium prévu au Centre culturel franco-guinéen
pour léguer aux jeunes artistes les secrets de ce demi-siècle de succès. Aller en profondeur dans les villages, revenir, contacter, aller au commerce des gens bien, des gens de parole, des gens de confiance, de loyauté, qui vous apprendront que dans la vie, quand vous êtes honnête, bien souvent, l'honnêteté n'est pas votre récompense. Et qu'il faut savoir donc tolérer pour continuer et grandir. Dans les années 70, les titres de cet orchestre emblématique étaient enregistrés sous le label national Siliphone et distribués par plusieurs grandes maisons africaines de disques, dont Silar Records, qui deviendra plus tard Silar Production. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgkuluma.info. À demain, Inch'Allah.